Donc, vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un leader qui vivait aux États-Unis depuis plusieurs années. Je pense que vous êtes là-bas depuis l'âge de 16 ans ou quelque 15 chose, ans, ouais. depuis l'âge de 15 ans. Ouais. Comme on a vu avec votre taille, on peut comprendre que quand on vous dit que vous êtes un ancien basketteur et que malheureusement vous n'avez pas pu faire carrière à cause de peut-être beaucoup de blessures. Ouais. Donc finalement vous êtes plus appesanti sur les études parce qu'au début je pense que vous faisiez sport-études. Ouais. Donc vous avez eu votre MBA, vous avez fait plusieurs études, mais vous êtes plutôt consacré à un peu ce qu'il disait tout à l'heure, la solidarité. Vous êtes quelqu'un vous êtes beaucoup appesanti sur ça parce que peut-être, comme vous avez dit, vous avez été éduqué par une femme qui faisait beaucoup dans la solidarité. Absolument. Merci de m'avoir invité. C'est-à-dire que Fortress of a Leader, c'est un livre qui n'est pas vendu au Sénégal. Mais vous l'avez sorti en 2008, je pense. En 2008 aux États-Unis. Ouais. Exactement. Alors, quand j'ai été éduqué par une femme qui adorait l'Afrique. Ma mère s'appelait Madeleine Sidibé et elle a dédié toute sa vie à aider les gens. En grandissant, c'est ce que j'ai observé et j'essaie de suivre ses pas. Alors, je ne suis pas un leader, j'essaie d'être un leader. Parce que leader, c'est Nelson Mandela. Non, vous êtes un coach en leadership, donc vous êtes obligatoirement leader avant. Non, pas obligatoirement, c'est une poursuite. Alors, elle a pas toute sa vie à aider les gens. Alors, quand je pense à l'Afrique, quand j'ai quitté le Sénégal pour aller aux États-Unis, c'était une idée c'est-à-dire aller aux États-Unis et revenir en Afrique un jour. Quand? Je ne le savais pas. Alors, le bon Dieu m'a ramené en Afrique en 2010, je crois. Alors, quand je regarde l'Afrique et je vois tout ce qui se passe en Afrique, ça m'attriste. Et ça fait peur aussi. Pourquoi? Parce que quand j'entends que les jeunes sont en train de mourir parce qu'ils essaient d'aller en Espagne, ou bien les Américains qui disent qu'ils menacent de fermer les aéroports si les Sénégalais n'arrêtent pas d'essayer de franchir, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est-à-dire que enough is enough, assez c'est assez, quoi. L'Afrique est le continent le plus riche avec les gens les plus pauvres. Et moi, quand je m'adresse, je ne suis pas politicien, je n'appartiens à aucun parti politique, aucune ONG, je travaille seul avec le bon Dieu comme aide. Quand je parle aux jeunes et je leur dis que arrêtez de dépendre des gouvernements, des parents et consorts. C'est-à-dire que ce n'est pas que les gouvernements ne veulent pas nous aider, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que même s'ils voulaient nous aider, ils n'ont pas les moyens pour nous aider. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres chiens à fouetter. Alors toi, le jeune qui est chez toi et tu regardes le grand rendez-vous, c'est-à-dire que c'est-à-dire commence à croire en toi-même. On dit que la première fois que la majeure partie des gens qui réussissent, ils commencent le jour que le réussite a commencé, c'est le jour qu'ils ont commencé à croire en eux-mêmes. Et on a un système, on se dit toujours à mes gars, à mes étudiants, que si le bonheur nous octroyait par exemple 60 ans à vivre, et qu'on passe par exemple, qu'on soit comme moi et qu'on dorme 8 heures de temps par jour, ça dit 20 ans sont déjà morts. Et on passe par exemple 20 ans à l'école, 40 ans sont morts. Après on part travailler pour quelqu'un, 20 ans sont morts. Alors nous, on passe notre vie entre dormir, aller à l'école et travailler pour quelqu'un. Alors, pendant qu'on passe notre temps à étudier et à dormir et à travailler pour quelqu'un, les Occidentaux, rightfully so, viennent en Afrique et s'accaparent de nos richesses. Et ils font la même chose aussi, hein? Ils dorment pendant... la même chose. Ça fonctionne pour tout le monde, je pense. Sauf que on les dort, Africains on travaille. Sauf que nous, chez eux, ils disent métro, boulot, dodo, hein? C'est un peu pareil. Ouais, sauf que la mentalité doit changer. Qu'est-ce que je veux dire par là? La première chose, c'est quoi? C'est que l'Africain, je ne parle pas au Sénégal, je parle à l'Africain. L'Africain doit arrêter ce type de perception. C'est-à-dire, si on me voyait faire ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il n'y a pas de saut au métier. La première chose, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. Arrêtez de penser comme des employés et penser comme des employeurs. Le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde. Le secteur privé ne peut pas embaucher tout le monde. On ne peut pas, par exemple, dire au gouvernement... Quand je vais dire au gouvernement, trouver des emplois, ils ne peuvent pas le faire, c'est impossible. Mais va créer ton propre emploi. Et débrouille-toi. Même si tu dois laver une voiture, fais-le. Mais quand M. Lam parle de la dignité, c'est-à-dire que la réussite, ce n'est pas d'avoir des milliards, d'avoir un beau costume et consort. Ça n'a rien à voir. La réussite, c'est quoi? Le moment que tu arrêtes de tendre la main, de demander de l'argent ou de quémander ou d'emprunter, tu as réussi. Parce que là, tu préserves ta dignité humaine. Et quand sa dignité humaine est préservée, là, tu as réussi.
Alors, le jeune qui est chez lui doit changer sa mentalité. Arrête de penser comme un employé. Les Africains sont extrêmement doués. Quand tu vas aux États-Unis et tu vas dans les grandes écoles, les plus doués sont les Africains et les Asiatiques. Alors, pourquoi pas revenir en Afrique et nous battre, aider notre prochain et partager notre savoir et notre argent. Alors, une fois que tu as changé ta mentalité et tu penses comme un employeur, pas comme un employé. Et maintenant, si tout le monde devient employeur, ça va être compliqué aussi. Non, attention. C'est-à-dire que non, attends. Tout le monde ne peut pas devenir employeur. Si on coach tout le monde pour qu'il ne soit plus employé, maintenant, comment tu vas faire pour faire fonctionner ça? Je vais vous dire une chose. Si on se mettait, si on appelait tous les Africains et qu'on leur disait, écoutez, tout le monde parmi vous qui veut devenir un employeur, tu auras ils diront, tout le monde dira oui. Mais quand tu leur montreras le parcours d'un entrepreneur, 1% restera. C'est clair. Quand on parle d'entrepreneuriat et de leadership, on parle d'1%. La preuve, le bon Dieu, c'est le bon Dieu, quelques prophètes et quelques saints pour des milliards de personnes. Quand tu parles de leadership, on ne parle pas de toute la population. Tout le monde, même s'ils veulent le faire, vouloir ne veut pas dire pouvoir. Ça n'a rien à voir. Alors, une fois que tu as changé ta mentalité, la seconde étape, c'est quoi? Toi, le jeune chez toi, réveille ton esprit créatif. L'esprit de gratuité doit être banni. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans à l'école que tu as le droit d'être octroyé un emploi. Ça n'a rien à voir. Right? Réveiller l'esprit créatif, c'est quoi? C'est ce que nos ancêtres ont fait. Mandela s'est battu toute sa vie pour que l'apartheid soit aboli. Lumumba s'est battu, ils sont tous sacrifiés. Mais ces sacrifices, c'est-à-dire qu'ils ont pleuré, ils ont saigné, ils ont sué. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour que tu puisses découvrir ce trésor caché en nous, mais il faut que tu te battes, il faut que tu traverses des temps extrêmement difficiles. Et tant que tu ne traverses pas des temps extrêmement difficiles, tu ne vas pas découvrir ce trésor caché en nous. Et chacun de nous à cette table a un trésor caché. Chacun de nous a le potentiel de changer sa propre vie et changer la vie des autres. Et une fois que tu as terminé avec la seconde phase, maintenant va apprendre comment créer une entreprise. Avant l'industrialisation, right? Les gens n'avaient pas le choix. Tu te réveillais le matin, tu devais avoir un métier. Ou bien tu étais éleveur, pêcheur, ou tu tisserand, mais tu avais un métier, tu n'avais pas le choix. Maintenant que les usines sont venues, les choses ont changé. Maintenant, on va aller à l'école et qu'on sort. Et nos choses, c'est quoi? C'est pas parce que, par exemple, on ne parle pas un très bon français, qu'on n'a pas un beau costume, qu'on n'a pas une belle voiture, qu'on ne peut pas réussir. C'est pas parce qu'on n'a pas une cravate et un costume qu'on ne peut pas réussir. La réussite, c'est quoi? C'est juste croire en soi-même. C'est ce que vous avez essayé d'inculquer aux gens à travers le livre. Le livre, c'est juste des caractères d'un leader. Voilà, c'est les caractères d'un leader que vous essayez de mettre un peu sur le papier. C'est vrai qu'au départ, on pensait que c'était, quand on voit le livre, que c'est volumineux, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais en fait, c'est les définitions que vous essayez un peu de mettre. Vous essayez de mettre l'accent sur les définitions, voir ce qui peut faire un leader. Parce que le temps est précieux. Je ne veux pas que les gens s'asseyent pendant 2 mois ou 3 mois à lire un livre. Prends 15 minutes. On voit que vous les avez bien coachés, parce que je signale que ce sont vos étudiants qu'on a dans le public, là, des gens que vous coachez. C'est pour ça qu'ils applaudissent bien le leader. Non, ils ne sont pas préparés. Ils sont très bien coachés. Ils ne sont pas préparés. Je ne sais pas ce qu'en pense Nina. Non, je n'ai pas encore juste une leçon. Une fois que tu as réussi et que tu as créé ta propre entreprise, la dernière phase, c'est quoi? Partage. Mes gars me disent toujours, on dit toujours dans notre bureau que si tu, par exemple, plantes un manguier et que tu prennes du manguier et que tu plantes un autre manguier, ça ne va jamais diminuer le nombre de mangues qu'il y a sur ce manguier. Alors, arrêtons de garder notre argent dans les banques, sous nos matelas et, non, c'est moi qui va réussir. Non, partageons. C'est-à-dire que tu as l'argent, partage avec ceux qui le méritent. Trouve une personne qui... Si par exemple tout le monde au Sénégal devenait un mentor, toute personne qui a réussi en Afrique, devenait un mentor et prenait juste une personne qui le mérite, et lui apprenait son savoir et partageait son argent avec cette personne, l'Afrique changerait. Mais malheureusement, on est égoïste, on ne pense qu'à soi-même et on ne partage pas. Et qu'est-ce qui se passe? L'Afrique continue à sombrer, et pendant que ça sombre, mais les compagnies s'enrichissent en Afrique. Mais ils font des chiffres d'affaires de milliards de dollars en Afrique. Alors que là, tu vois par exemple en Guinée, un pays qui est 20 fois plus riche que le Moyen-Orient, la Guinée. Et vous voyez une pauvreté qui est incroyable, alors que partout en Guinée, il y a une fortune. C'est pas normal.
Non, même pas. C'est pas normal. Ouais, Pourquoi est-ce que l'Africain devrait souffrir? Parce que ce n'est pas les compagnies africaines, en fait, qui gèrent. C'est un problème politique au départ. C'est pourquoi, oubliez les politiciens. Avec 217 partis au Sénégal, les politiciens ne sont pas là pour vous. Oubliez-les. Parce que les politiciens vont gérer les mines. Voilà, ils gèrent notre pays. S'ils ont vendu nos terres, s'ils ont vendu nos ressources naturelles, s'ils ont vendu nos ressources halieutiques, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est-à-dire que c'est vrai que, comme le dit toujours mon petit frère Kémy, c'est-à-dire que si on veut essayer d'occulter la politique, on ne va pas s'en sortir. Si on se focalise sur l'économique, mais on ne gère pas le pays. C'est-à-dire, combattre les policiers, c'est quoi? Attendre le jour de vote, prendre ta carte, va voter. Mais pendant ce temps, yo, get up and do something. Lève-toi et fais quelque chose. Parce que non, c'est-à-dire, quand j'entends 217 partis au Sénégal, mais ça, ouais, prenez le Sénégal, divisez ça en 217 parties et allez gérer une partie du Sénégal, faites quelque chose. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas changer la vie d'une autre personne si tu n'as jamais changé ta propre vie. Like, tu veux changer un peuple, mais tu n'as jamais changé une vie. Mais yo, ça, ouais, va changer ta vie d'abord. You know? On devrait demander aux politiciens, ok, dites-nous, combien de vies avez-vous changé avant de créer votre parti? Avant de faire un peu. Non, c'est-à-dire que, non, j'ai... Non, parfois, ils n'ont même pas eu d'emploi. En général, les postes de ministre, on voit des postes de ministre comme premier emploi. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs en politique. Nina? Merci, Alun. C'est un guide intéressant quand on veut vraiment se lancer dans ce qu'est réellement le leadership et être leader. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez de l'Afrique dans le socle. Parce que si on veut aller chercher loin ce que c'est que le leadership en se basant sur ce qui est appris dans les écoles, on a bien des exemples en Afrique qui nous ont montré la voie. Mais on a préféré aller apprendre dans les manuels et suivre un autre système. Je suis d'accord avec vous. Je suis également d'accord avec vous quand vous nous dites qu'il faut qu'aujourd'hui, que les Africains continuent ce que c'est que le système de solidarité, parce que nous avons toujours vécu ça. Mais malheureusement, on n'en est plus à ce stade. De jour en jour, on se rend compte qu'on n'est plus solidaire. Nous vivons ce que c'est que l'individualisme. Quand vous nous parlez de leadership, par rapport à ce qu'était le socle africain, la solidarité, le respect de ce que nos ancêtres nous ont légué, et dans ça, on retrouve ce que vous nous dites dans le guide. Le leader doit se comporter de telle manière. Et ce n'est pas forcément parce qu'on est allé à l'école qu'on est leader. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Mais il y a des caractères qui font que quelqu'un soit un leader. Maintenant, quand on combine les deux, est-ce que vous, dans votre démarche, vous vous êtes dit, voilà dans l'exemple de ma mère que j'ai vu et ce que vous racontez dans le guide, et ce qu'elle m'a appris, et de ce que vous avez puisé des États-Unis et que vous venez ramener. Quel est le link? Comment vous avez pu joindre les deux bouts pour avoir votre sauce à vous, si je peux le dire ainsi? Juste une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi notre éducation, elle a été imposée. On n'a pas choisi notre éducation, c'est juste entre parenthèses. Mais quand on dit par exemple, on va être en Chine pour puiser de la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire quand on voyage à travers le monde, on a deux choix. On peut puiser de ce qui est positif ou de ce qui est négatif. Alors moi, je pense qu'une personne doit constamment apprendre. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou en Afrique, partout où je peux puiser quelque chose de positif qui peut m'aider à changer la vie des autres, je prends. Alors quand je pense à comment changer la vie d'une personne, partout où je trouve quelque chose, comme aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, on dit par exemple, on démarre à 16h, on démarre à 16h. On vous dit par exemple, je vais vous prêter par exemple $500, remboursez-moi demain, on vous rembourse. C'est-à-dire que les gens maintiennent leur parole. C'est une chose que j'ai apprise là-bas. Les gens sont solidaires. Par exemple, les Noirs américains aux États-Unis. Pourquoi Obama est devenu aujourd'hui président? Parce que tout simplement, ils se sont battus pendant des siècles. Right? C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas là pour voir. La majeure partie des gens qui sont morts pour qu'Obama devienne président ne sont plus là. Ils n'ont pas témoigné. Tout à fait. Alors, pour lui, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Alors,
Quand on parle de leadership, c'est une poursuite, comme je dis encore, je ne suis pas un leader, c'est poursuivre quelque chose, la connaissance et essayer de savoir qu'est-ce que je peux apprendre pour changer la vie des autres. Alors vous puisez où vous pouvez, que ça soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout il y aura quelque chose de positif, vous puisez, que ça vienne du musulman, du chrétien, du juif, du français, de l'anglais, it doesn't matter. L'essentiel de quoi? D'amener quelque chose de positif chez soi et partager avec ceux qui le méritent. Et dans le socle, vous nous parlez de spirituel quand vous décrivez un peu les stades. Où est-ce que vous mettez le spirituel dans cette construction et dans cette ambition d'être leader? Le spirituel se trouve où? Quand on prend quelqu'un dans notre programme, la première chose qu'on vous apprend, c'est quoi? On vous apprend la fondation spirituelle. Rien à voir avec l'islam, le catholicisme, rien à voir. C'est-à-dire, c'est juste juif. good ethics and morals. C'est-à-dire, ne mens pas, ne vole pas, ne triche pas, sois digne, sois ponctuel. Et l'esprit de partage, sois solidaire. C'est-à-dire, ce sont des choses que j'ai ramenées. Sans ces valeurs, personne n'évolue. Mais Badou, excuse-moi de t'interrompre. Dans les 5 valeurs-là, ñetti boo xoolee Sénégal ak Afrique mi ngi fi. Kon mënuñu am leader. Parce que 16 heures, par exemple, tu dis aux gens de venir à 16 heures. Ils ne viennent pas à 16 heures. On a parlé des politiciens tout à l'heure. La majeure partie, quand ils vous disent 100 promesses, ils vont en tenir une. Pour être gentil. Peut-être même pas les trucs. Et comment on veut... Déjà, si on a des dirigeants qui, soi-disant, doivent être des leaders, ne sont pas des leaders, où est-ce qu'on va aller chercher les exemples pour avoir des leaders de demain et comment eux, là, ils vont s'inspirer de ce qu'il y a pour devenir des leaders de demain et faire d'autres leaders? Absolument. Aider les autres. Il y a problème. Non, il y a problème, mais il y a solution. Oui. Maintenant, dans la solution que toi, tu proposes, il y a des... Il y a un gars qui s'appelle, quand on parle des dirigeants, ce sont les gens qui dirigent et les gens suivent. Mais quand tu diriges, les gens ne suivent pas, tu n'es pas un dirigeant. Tu marches. Right? So, maintenant, chacun de nous, il y a une raison. Oui, on peut raisonner. Right? So, on me dit, bon, Badou va suivre Badoukan là-bas. Mais Badoukan, ok, great, mais Badoukan, je ne le vois pas travailler, mais le gars a des milliards dans son compte. Badoukan se réveille à midi, se couche à 4 heures du matin, mais on me dit de le suivre et je le suis, aveuglément. Mais Coco, c'est moi le fou. Mandoff là. Tu es d'accord? Vous êtes d'accord? Excusez-moi, je vais vous tutoyer. Mais sans façon. Alors, Mark Twain, c'est un écrivain aux États-Unis qui a dit que a leader without followers is just walking. Un leader sans des gens qui le suivent ne fait que marcher. Alors, moi, je ne vais pas dire let's lose hope. Ne perdons pas l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se battent. Kémy Séba se bat tout le temps pour l'Afrique. Right? Il y a d'autres gars qui se battent. J'ai des gars, Ibrahim Diop qui se bat, Babou Diouf, il y a Fatima, il y a Mamiti. Il y a des gens qui se battent pour changer ces gens-là. Merci. Il rejoint notre réflexion. Monsieur Badoukan. Bonsoir, ça va. Je voulais dire que je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure concernant l'autodétermination, comme le dit souvent Kémy. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, ne pas toujours attendre, parce qu'on le disait ici la dernière fois qu'on a reçu Théo Lam, qu'on ne peut pas toujours attendre que l'État ou d'autres personnes nous embauchent, surtout dans un pays qui est extrêmement pauvre. Donc c'est pour ça que tant qu'on attend un emploi, c'est ce qui crée des chômeurs. Alors qu'avant, il n'y avait pas de chômeurs. Avant, tu as l'âge de travail, tu travailles. Je sais pas, tu te débrouilles, tu cherches quelque chose à faire et puis tu le fais. Parce que tu ne peux pas avoir 20 ans, 30 ans. Tu te lèves, tu fais du thé. Il faut dire à Yekini qu'il n'est pas encore dans son heure là. Je pense que c'est lui qui nous perturbe parce qu'il doit être là en deuxième partie. Voilà, je veux dire, tu ne peux pas te lever, faire du thé, discuter. On te dit pourquoi tu ne travailles pas. Tu dis j'ai pas été embauché. Alors que tu as 30 ans. Tu n'es pas handicapé, tu n'as rien qui t'empêche de sortir, d'aller faire comme les gens de ton âge qui sont au port, je sais pas, qui vont pêcher, qui vont vendre. Je veux dire, on a plein de choses à faire, quoi. Donc, c'est vrai que chacun doit essayer d'être son propre leader, essayer d'être son propre entrepreneur. Donc, on a vu que c'est les idées que vous avez si bien véhiculées dans le livre.
Mais moi, mon problème, c'est juste j'ai juste un problème. Hein. Pour le reste, je suis OK avec vous. C'est le premier. Quand vous parlez de l'apparence, vous-même, vous le dites. Hein. Vous dites que dans un monde où l'argent est mis en avant, un livre est souvent jugé à sa couverture. Donc, on revient à la couverture et à la mise en page et à l'édition. Je me dis que, en tant que leader, vous auriez pu faire un effort, quoi. Au moins pour qu'on puisse avoir envie de lire le livre. Mais bon, à part ça, je pense que je suis carrément en phase avec vous. Vous dites que vous êtes là depuis 2010. 2010, oui. Ok. Vous faites quoi? Vous avez créé... C'est une école, on a créé une organisation qui s'appelle RISE, you know. Et c'est une organisation qui prend des jeunes. C'est pour combattre le chômage et la pauvreté. Okay. On prend des jeunes qui ont de la volonté, de l'endurance, de la persévérance, parce que c'est un programme qui est extrêmement rigoureux. Et on vous forme. On vous apprend comment devenir un entrepreneur, c'est-à-dire comment partir de rien et créer sa propre entreprise. Okay. Et à la fin du programme, vous ne sortez pas avec un diplôme et allez chercher un boulot. À la fin du programme, vous sortez avec une entreprise en main. C'est-à-dire à la fin du programme, j'ai investi mon argent, on ouvre l'entreprise, on partage l'entreprise en deux. C'est ça l'idée. Maintenant, quand on revient au livre... On partage l'entreprise en deux. C'est-à-dire... Il est actionnaire dans l'entreprise. Je suis actionnaire dans l'entreprise, je deviens investisseur. C'est-à-dire, je vous donne, on appelle ça en lisant Moudaraba, c'est-à-dire... En fait, je vous donne la connaissance et les moyens. Si vous le méritez bien, si vous vous battez pour être parmi les meilleurs, on vous donne la connaissance et les moyens. C'est-à-dire que et la formation vous devenez un partenaire. Et ça vous devenez partenaire au bout de, ça dépend de vous, 3 mois, 6 mois, 1 an. La première qui est sortie, Fatima Taba, l'a fait en 7 mois. Les autres l'ont fait, 2 autres on l'a fait on est en existence depuis 2012. Et en 1 an, je crois, dans 1 mois, on aura 4 bureaux et dans 4, on aura 5 ou 6 bureaux. C'est-à-dire 6. Quand le Sénégal pleure qu'il n'y a pas d'emploi, nous, on crée des chefs d'entreprise. Et sans support du gouvernement ni des ONG, c'est-à-dire que c'est juste une bonne volonté, partager ce que j'ai, mon savoir et mon argent. Je vais mourir des études derrière de toute façon, j'en ai pas besoin. Vous êtes milliardaire. Après, comment vous avez fait pour avoir autant d'argent? Et moi? Oui. Je n'ai pas d'argent, mon frère. Mais vous venez de dire mon savoir et mon argent que je dois partager. Mais c'est-à-dire le petit, c'est-à-dire on dit que par exemple, un petit pain, ce qui est bon pour une personne est bon pour 2, n'est-ce pas? Al-Hadji Malik, Seyni Touba et Seyni Abdou Aziz Sy, Cheikh Ahmadou Bamba n'avaient pas d'argent, mais ils ont partagé. Regardez ce qu'ils ont essayé derrière eux. Où est leur argent? Ils n'avaient même pas de poche, ces gens-là. Mais pourquoi ils ont... mais c'est toujours de retomber sur ces gens, hein, parce que c'est vous qui avez parlé d'argent tout de suite. Hein, donc non, je parle d'argent parce que tout simplement, on ne peut pas démarrer une entreprise sans argent. Non. Et la formation, c'est gratuit ou c'est payant? C'est gratuit, mais c'est extrêmement difficile. Mais vous dites que vous êtes contre la gratuité. Non, ça veut dire que c'est pas gratuit. Disons que c'est pas gratuit. Disons que la formation, ils font du porte-à-porte. Right? So, quand vous voyez les gens de RISE, c'est moi. Right? Venez me voir. C'est-à-dire qu'ils font du porte-à-porte extrêmement difficile. J'ai des économétriciens, des gens qui sont très diplômés. Et l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as un diplôme, tu parles un excellent français de Molière et de Hugo, je ne sais pas qui d'autre. Ou bien en anglais de Shakespeare. Ou de Shakespeare, you know what I'm saying? C'est pas important. L'essentiel, c'est que tu aies de la volonté, de l'endurance, de la persévérance, que tu veuilles réussir. Et tu viens nous voir, tu te bats. Et quand tu atteins le sommet, la dernière phase, on ouvre une entreprise pour vous et vous gérez. Vous devenez indépendant. Je suis revenu en Afrique pour combattre le chômage et la pauvreté en changeant des vies. Mon rêve, quand il a dit tout à l'heure un rêve, les gens ont rigolé, mais c'est-à-dire que quand vous parlez de ce que vous voulez devenir, les gens ne rigolent pas, ça veut dire que vous n'avez rien dit. You gotta think big, il faut oser rêver. Mon rêve, c'est de créer une classe moyenne en Afrique. Think out of the box, comme vous dites. Think out of the box, exactly. You know, think out of the box. Je ne le dis pas avec l'accent comme vous, mais bon, c'est à peu près... Et quand ils font du porte-à-porte, ils font quoi? Quand ils font du porte-à-porte, ils font quoi? Ils vendent des produits? Ils vendent des produits, des services. Ok. Ouais, c'est comme ce que fait tout le monde dans le monde entier. Et c'est des produits de qui? Fabriqués au Sénégal, en France, certains autres pays, je ne sais même pas où dire qu'ils sont des bons produits. Ça veut dire qu'il vous faut au moins trouver des commerciaux gratuitement. Quand on voit un commercial venir frapper votre porte, c'est nous. Hein. Kevin, c'est vrai. Mon cher frère Batou Khan, bonsoir. Bonsoir, mon frère. C'est
je ne veux pas redire que c'est un plaisir parce que sinon on va croire que je suis, je suis que dans une démarche d'être laudateur. Et les moments où je ne le suis pas, on me tape sur les dents. On te reconnaît plus là. Mais pour être clair, ce livre-là, on va commencer par les reproches parce qu'il y a plus de compliments que de reproches. Ce livre-là aurait dû être traduit en français depuis déjà bien longtemps. Parce que cette logique, cette école dans laquelle vous vous inscrivez, celle du développement personnel, c'est de ça dont on parle, hein, on en parle clairement, est quelque chose qui manque, je pense, cruellement au sein de la nouvelle génération d'Africains et d'Africaines sur le continent ou même à certains endroits dans la diaspora. Ce qu'il nous manque profondément au sein de notre génération, c'est ce manque d'estime de soi, ce manque de foi en soi. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que partout où on va voyager, l'essentiel c'est de revenir avec des connaissances qu'on a pu acquérir et qu'on puisse redistribuer ces connaissances auprès des autres. Ce livre-là pourrait se synthétiser en une phrase. Nous sommes les messies ou les bourreaux de notre propre destinée. C'est comme ça en tout cas que je l'entends. Et c'est vrai. Bien souvent, quand on dit à quelqu'un « il faut que tu réussisses », on dit « si Dieu veut, je réussirai, Inch'Allah ». Mais si on est mis sur cette terre-là, c'est pour réussir quelque chose, déjà. Et vous le résumez, tu le résumes, si je peux me permettre de tutoyer mon frère, avec une pertinence et avec un esprit synthétique qu'on ne peut pas contredire. Ce sont des éléments factuels. Il y a une phrase que disait un aîné que j'aime profondément, qui était aux États-Unis, qui est mort en 2001, qui s'appelle le docteur Khalid Mohamed. Il disait, il disait « I, self, Lord and Master ». Et quand ce sont les initiales de quoi? On retombe sur le terme islam. I, self, Lord and Master. Nous devons être les leaders et les maîtres de nous-mêmes. Notre peuple a connu pendant trop longtemps des barrages culturels, mentaux, psychologiques, politiques, qui nous ont poussés à croire que le sauvetage de notre destinée était dans les mains d'autres personnes, d'autres structures, ou dans les mains d'un petit groupe de dirigeants. Bon, je ne veux pas redire le mot oligarchie, sinon on va dire que je le dis tout le temps. Un petit groupe de personnes à la tête de nos États sur qui reposaient tous les espoirs. À travers ce livre, tu es en train de rappeler un élément factuel qui est que la société fonctionne telle une pyramide, comme le disait Charanta Diop. Il y a le sommet, certes, mais le sommet n'est rien sans la base. Absolument. Et la base, c'est l'addition de pierres toutes aussi solides les unes que les autres. Tu pousses chacun d'entre nous et chacune des membres de cette société à comprendre qu'elle est un rouage essentiel de cette société. Celui qui est employé est un leader aussi. On ne le dit pas assez souvent. On croit que le leader, c'est simplement le chef d'entreprise. Parfois, les employés sont plus leaders parce que c'est eux qui dirigent la société A. Si l'employé fait mal son travail, le leader sera inefficace, la société ne bougera pas. Et en ce sens-là, ce livre s'adresse aussi, et j'ai envie de dire peut-être même plus aux employés, paradoxalement, qu'aux employeurs aussi, qui eux, s'ils sont déjà employeurs, c'est qu'ils connaissent déjà leur mission. Les employés ne le connaissent pas encore. Donc ce livre, je te le dis et je le demande vraiment pour toutes les personnes qui regardent cette émission, qu'on le traduise en anglais en français le plus rapidement possible. Et bon, peut-être même en Wolof pour les personnes qui ne parlent pas le français, parce que c'est aussi une réalité. La question que je te pose, mon frère, et j'aimerais que tu me répondes sans... Tu es très fort pour retomber sur tes pattes, et ça, je l'ai notifié. En plus, accompagné par le soutien de ta base fan dans ce plateau. Hein? Donc, c'est très difficile de... Mais non, mais je le dis en plus avec affection, parce qu'il sait que j'adhère à 750%. Non, je dis ça parce que j'ai pas envie de me prendre un coup de coude. C'est pour ça. On a compris. Tu as compris la stratégie. Non, mais je le pense vraiment, il le sait. La première chose, c'est que ce livre n'est pas adressé aux employeurs ou juste aux employés. C'est adressé à l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a un gamin qui a l'âge de 11 ans aux États-Unis qui a lu ce livre quand c'est sorti en 2008. Et il a pris le livre, il a dit à son père, papa, je vais devenir un leader. Il a 11 ans. Tu sais, en matière de leadership, quand vous parlez ou quand vous écrivez, vous utilisez des termes aussi simples que possible pour que le message passe. On voit toujours à la télé des gens qui utilisent des mots qui puissent du plus long du dictionnaire, qui viennent de loin. Alors que quand ce message-là sort, on est au Sénégal. Quand il y a des français, non, la majeure part de la population, ne parle pas, c'est français profond, comme je sais pas.
Quand on utilise des mots simples, le message passe. Alors, le livre, là, quand j'écrivais ça, c'est même pas pour que ça devienne un livre, c'est juste, j'étais là. C'était ta réflexion que tu posais. Réflexion, comme ça, boum, c'est sorti, et on fait un livre. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que le message passe. On a vu un peu. Parce que, par exemple, tous les prophètes étaient des shepherds, c'est-à-dire c'était des tous les prophètes. Alors, chacun de nous essaie de devenir un leader. Tu es un père, tu es une sœur, tu es un frère, tu es un chef d'entreprise, un employeur, tu travailles avec quelqu'un. Chacun de nous essaie de devenir un leader. Maintenant, pour revenir à ta question, quand on parle de... Et juste en parenthèse, quand on parlait des gens qui ont 30 ans qui habitent chez leurs parents, on s'amuse chez nous, on dit toujours qu'on devrait créer des berceaux pour les enfants de 35 ans et des biberons pour les enfants de 35 ans. Je n'ai pas dit qu'ils habitent chez leurs parents, je dis qu'ils ne travaillent pas. Qui passent. Mais la majorité, c'est-à-dire que par exemple, aux États-Unis, par exemple, quand tu as 18 ans, on te chasse de chez toi, va te débrouiller. C'est la faute à nos parents. C'est la faute à nos parents. C'est-à-dire que nos parents devraient nous responsabiliser. C'est-à-dire que va chercher un boulot, participe. Et même comme ce gars-là disait, je crois que c'est Tonga qui disait Gor, dafa war a xawma Gor, dafa war a jóg jàppale njabootam. C'est-à-dire que quand tu es un bébé, ton père t'a bercé, t'a acheté tes couches, tu es devenu majeur, tu es allé à l'école, il a payé pour tous tes trucs. Mais ça, ouais, un instant vient, tu te réveilles, tu dis, ok, bon, je vais participer, même si c'est un petit pain que je vais acheter pour mon père pour le petit déjeuner, je vais le faire. Anbi, c'est-à-dire que participe. Va acheter une carotte, donne ça à ta mère. Fais quelque chose, un geste. Parce qu'en entreprenant un petit geste, plus tard, ça va devenir un plus gros geste. C'est-à-dire que on doit arrêter de juste s'asseoir et attendre que papa ou maman amène tout chez nous. Même joke j'appelle ses parents, c'est la première chose. Ça, il faut le considérer, il faut le conseiller aux garçons plus qu'aux filles, hein, parce qu'une fille qui sort pour dire pour les parents, mais on va pas savoir ce qu'elle va faire. Elles n'ont pas le... Mais attention. J'ai des filles... Attends. On voit ce que ça donne. Non, attention, là vous généralisez. Non, c'est pas une réflexion misogyne ni sexiste, mais je veux dire, c'est assez réaliste. Non, attends. Il y a aussi des filles qui sont en rise, qui sont des futurs leaders, des filles qui font du poids extrêmement belles, mais qui ne se vendent pas pour faire de l'argent. Alors... Mais je veux dire il faut relativiser quand même. Quand les filles sortent pour aller chercher de l'argent, parce que les garçons sont là à boire du attire, à lire l'Observateur et à dire, critiquer changer le monde à partir d'un banc devant chez toi. Ça ne va pas se passer. Right? Get up and do something. Mais la première question, une chose que j'ai remarqué dans le monde entier, c'est quand tu te lèves et tu vas chez ces gens-là, automatiquement, parce qu'ils n'ont pas la mentalité d'un leader, il vous minimise. Ça dépend lesquels. Non, je vais par exemple, moi, par exemple, vous avez un réseau, vous connaissez des gens. Moi, je ne connais personne. Je suis dans mon coin, ça depuis 2010, personne ne me connaît. Je suis dans mon coin, je travaille. Jusqu'à ce soir, alors. C'est pas maintenant, ça y est. Quand tu vas, je vous donne un exemple. Du temps de l'ancien gouvernement, je suis venu avec un programme pour développer, c'est-à-dire, on allait créer des emplois partout au Sénégal. C'était comme la case des tout petits, mais c'était de l'entrepreneuriat. Par exemple, au Sénégal, on voit des projets. Ce projet-là, voici l'argent. Mais même si on amenait 100 000, le projet émergent là, si notre cher président revient au Sénégal avec 100 000 milliards, et que les gens qui sont au Sénégal n'ont pas de la discipline et ne savent pas comment gérer cet argent, ce sera perdu. On est d'accord, bien sûr. Avant d'aller chercher de l'argent, on n'a qu'à d'abord développer nos gens. Right? S'il n'y a pas cette discipline, rien ne va changer. Parce qu'on peut rattraper par le temps. 2 secondes. Là. Il avait soulevé une question qui a été un peu éludée, c'est la dimension de la spiritualité dedans. C'est très important. C'est-à-dire c'est finalement la croyance en Dieu. Ce dont nous parlons tous les jours alors que nous ne croyons absolument rien du tout. Le leader ne meurt pas. Et l'exemple le plus patent au Sénégal, c'est El Hadj Abdoulaziz Sy Dabakh, radiallahu ta'ala anhu. À chaque fois qu'il y a un problème au Sénégal, c'est lui qu'on met à la radio, c'est lui qu'on met à la télé. Et c'est lui, là d'où il est couché, qui résout nos problèmes.